Et vous poursuivez avec votre chronique, Louis, en nous parlant de Macron. Et oui, ça change. Alors, on semble entrer dans une période de latence rythmée par un désintérêt profond des Français envers le président de la République sur ce qu'il peut faire et surtout dire. En témoignent ses records d'audience, mais pas forcément dans le sens que l'on imagine. C'est une catastrophe d'audience. Hier soir, 1,5 million de téléspectateurs. Les Français ont dit non à Emmanuel Macron et à ce qu'il a voulu faire passer comme message. Les Français n'étaient pas au rendez-vous. 1,5 million, je crois que ça doit être un des plus faibles scores d'un président de la République dans une prise de parole. Déconnexion. Ce président hier qui parle des océans après ce qui s'est passé hier, il aurait dû annuler cette intervention qui était hors de propos. Les Français ont dit non, 1,5 million. Et que ce soit pour une interview télévisée de grande ampleur ou pour une conférence de presse sur une crise majeure, comme la guerre qui éclate au Moyen-Orient, rien n'y fait. Plus personne ne veut le voir ou l'entendre. C'est un nouveau flop. Mais alors là, un flop XXL. Et d'ailleurs, on était avec Philippe de Villiers hier soir, et j'ai regardé les audiences pour voir le différentiel. C'est affolant. C'est-à-dire qu'à CNews, nous avons décidé de ne pas diffuser en direct la conférence d'Emmanuel Macron. Regardez la différence par rapport aux 3 chaînes qui ont diffusé en direct le président de la République entre 19h15 et 19h50. J'ai pris le moment où il commence à parler et le moment où il s'arrête. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République est devenu inaudible sur les questions internationales ? Et ce désintérêt croissant par cette parole qui n'apporte rien de concret finalement est analysé par le journaliste Franz-Olivier Gisbert. Je pense que sa parole n'a plus grande importance. Si vous voulez, c'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez raison, c'est insultant, méprisant, mais en même temps, je pense que les Français ne l'écoutent plus. Enfin, c'est du bruit, vous voyez, il dit une chose, il va dire son contraire. Toute l'idée, d'ailleurs, on a le sentiment, c'est toujours d'occuper l'écran, d'occuper l'espace, d'être sur la photo. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut toujours être sur la photo, avec Trump, avec ceci, avec Poutine, tout ce qu'on veut. Mais tout ça n'a pas de sens. Et il y a bien sûr un problème d'affect et de désintérêt, mais surtout de cohérence, à vouloir sauver la Terre entière sans parvenir à ramener l'ordre en bas de chez soi, et quelque peu osé, comme le souligne Vincent Herouet. Je trouve ça formidable, vraiment. C'est vrai que c'est un peu compliqué de prétendre sauver l'immensité des océans quand on n'est pas capable de sauver 150 mètres des Champs-Élysées un soir de match. Difficile de prétendre protéger comme ça les fonds marins et d'être incapable de préserver le pays, qu'on a 3 000 milliards de dettes, qu'on n'est pas capable de tenir ses frontières et ses comptes. Désintérêt, incohérence, mais aussi déconnexion. L'ancien ministre Pierre Lellouche pointe avec force cette manie d'Emmanuel Macron de se détourner des vraies urgences. Dernier exemple en date, un déplacement à Monaco en pleine crise budgétaire, migratoire et bien sûr sociale. On est quand même chez les fous. Donc le président, qui n'a rien à faire, va passer le week-end avec sa femme, avec des jolies robes et tout, pour faire rêver le pèlerin à Monaco. Il prend le bateau pour arriver à Nice en majesté, où on va encore servir un bon dîner à 90 chefs d'État avec l'argent du contribuable. On va faire une grande conférence. Pendant ce temps-là, effectivement, il y a des jeunes qui se font massacrer en France à coups de couteau. Et on dit que c'est de l'insécurité, que c'est brainwashing. Donc, je vous dis que là, on a un président complètement hors sol, par rapport à un gouvernement qui lui-même est hors sol puisqu'il n'a pas de majorité. Donc, vous avez des ministres qui rament pour dire qu'ils essayent de faire quelque chose. Ils peuvent puisqu'ils ne peuvent pas faire voter de loi. Ni sur le sursis, ni sur rien. C'est ça, et donc ce blocage depuis la est arrêté et on fait de la com. Et puis il y a cette autre manie, partagée par beaucoup de responsables politiques, mais chez lui c'est presque une obsession, celle de prendre systématiquement les mauvaises décisions. L'exemple le plus emblématique reste la question énergétique. Il faut le rappeler, Emmanuel Macron a longtemps voulu fermer toutes nos centrales nucléaires. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Et cette accumulation inquiétante de défauts pousse certains à interroger l'équilibre psychologique du président. Une archive datant de la précédente dissolution évoquait déjà, grâce à un psychologue, la santé mentale de celui qui nous gouverne. Selon vous, Emmanuel Macron est dangereux ?
Alors, c'est évidemment pas ce que je dis. Simplement, si on si vous essaye... dites que c'est un si on psychopathe, essaye, vous me rassurez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'article 16 qui traîne quelque part. Donc je me dis, si cet homme, si cet homme n'accepte jamais le réel, si cet homme n'accepte pas le verdict des urnes, si cet homme, quoi qu'il arrive, veut imposer sa volonté aux... Moi, je peux être... Ce que je peux vous dire, danger, quoi. Pascal Praud, c'est que le psychopathe, après chacun, ma foi, se fait son avis sur les uns sur les autres. Le psychopathe, parmi ses caractéristiques, il n'a pas d'empathie, il agit de façon très impulsive, il a une intolérance très forte à la frustration, c'est ça qui le rend fou, c'est quand ça ne se passe pas, et il est intolérant à la critique. Et comme l'idéologie d'un homme se définit principalement par ses influences et son entourage, il n'y a qu'à voir les passages tristement hilarants des macronistes radicaux qui nous servent une bouillie intellectuelle infâme avec ce ton méprisant qui les caractérise tant, comme la jeune Shannon Sebin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en France une société qui est malade de son identité. On vit aujourd'hui dans une société du repli sur soi qui est entretenue par des partis politiques que je classe, oui, aux extrêmes. Le Rassemblement national entretient une obsession identitaire nationale et la France insoumise une obsession communautariste. Et ça, je pense qu'on peut tous ici s'accorder à le reconnaître. Monsieur Praud, vous me permettrez. Il ne suffit pas d'un voyage de Jordan Bardella en Israël et à Yad Vashem pour faire oublier le passé du Front National. Alors, quand bien même le Rassemblement National d'aujourd'hui n'était pas le Front National... Vous mettez en colère. N'était pas le Front National... Laissez-moi au moins terminer mon argument. Ce que je veux dire, oui, mais ça n'a plus de sens. N'était pas le Front National... On peut parler du Parti communiste, de Staline, tout ça n'a plus de sens. Monsieur Praud, disons que le Rassemblement Jordan Bardella n'était même pas né en 73. Je peux juste terminer sur oui, mais ça fait 50 fois qu'on entend ça. Mais laissez-moi au moins aller au bout de mon argumentaire. Oui, je veux bien. Pensez pour Charlotte Dornelas, qui a beaucoup souffert pendant cet extrait. Et bien sûr, tout le plateau de CNews a affiché une exaspération à peine dissimulée de voir une très jeune femme tenir un discours aussi ringard, digne des années 80. Et Pascal Praud, lui, n'a pas manqué de lui dire franchement ce qu'il en pensait. Je comprends rien. Mais oui, voilà. Voilà, donc on va le faire. Je comprends rien. Vous avez parce que c'est un méli-mélo de choses, de poncifs, de phrases creuses. Vous avez lu le livre, Monsieur Praud ? Mais oui, je l'ai lu, et je vous assure, c'est incompréhensible, et je comprends la difficulté que les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait qu'être français aujourd'hui, c'est être patriote, c'est respecter les lois du pays, c'est défendre sa langue, c'est défendre sa culture, mais c'est accepter toutes les identités. Mais tout le monde les accepte. Ah non, les identités, mais personne. Et je vous le dis en venant du 93. Pour moi, je vous dis, c'est une sorte de bouillie intellectuelle comme ça. Ça fait plaisir. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je comprends. Quelle réception. Je le perçois comme ça. Ah, c'est dur. Et en parlant de jeunes, restons-y, en passant cette fois à Gabriel Attal, qui visiblement utilise le potentiel de tous ces réseaux sociaux pour tenter de répondre aux problématiques des Français. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une personne mystère qui m'envoie par la poste des figurines Star Wars. J'ai reçu d'abord celle-là, ensuite celle-là, et là carrément une énorme figurine Star Wars. Alors je pense que la personne sait que je suis fan de Star Wars, d'ailleurs j'ai une belle affiche dans mon bureau ici. Le problème, c'est que je ne sais pas qui remercier, puisqu'il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais de mots dans la boîte quand on m'envoie ces cadeaux. Donc est-ce que la personne qui m'a envoyé ces figurines Star Wars peut mettre son nom en commentaire de la vidéo pour que je sache qui remercier? C'est vraiment... on est tous soulagés là ce matin, vraiment. Et exactement, et si jamais quelqu'un se reconnaît, pourquoi pas. Alors, et tout cela devient encore plus rageant quand on réalise que lentement, mais sûrement, la France glisse vers une mise sous tutelle du FMI, de l'aveu même de la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le choix, en tant que pays, de décider ce que nous voulons faire pour nos armées, pour notre défense, pour notre hôpital, pour notre éducation. Si on ne fait pas aujourd'hui, si on ne prend pas aujourd'hui ces décisions, alors bientôt, ce seront les institutions internationales, nos créanciers privés qui décideront pour nous. Vous avez parlé d'une ce jour-là, éventuelle du FMI, le Fonds monétaire international. On en est là aujourd'hui ? On en est à un moment où on doit prendre des décisions historiques. Nous avons beaucoup protégé les Français, les entreprises, les emplois pendant des crises inédites. La crise du Covid, la crise de l'inflation, la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il faut que nous ressaisissions l'arme budgétaire, que nous nous remettions en ordre, que nous rangions au fond la maison. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, effectivement, d'autres décideront pour nous. Vous savez, chaque année... Pardon, je vous repose la question, mais il y a un risque de tutelle du FMI ? Mais chaque année, bien sûr qu'il y a un risque. Oui. Et si le FMI ne s'en mêle pas d'ici là, 2027 pourrait bien consacrer l'héritier naturel du macronisme, Édouard Philippe, comme je l'évoquais déjà dans une précédente chronique. Et si ça devait arriver, je ne donne pas cher de notre peau. On ne sait jamais.
Laquelle des gouttes est la dernière? Ça, on ne sait pas. On peut pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail, 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et ça passe. Et d'ailleurs, tous ces noms, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Emmanuel Macron et bien d'autres, ont tous un point commun. Et c'est notre chroniqueur Alexis Poulain qui nous le dévoile sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. Ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent au Bilderberg, et ça depuis 1954. Pour ce qui est du profil des Français, depuis les années 50, on a pu y croiser Georges Pompidou, Pierre Mendès France, Pierre Mauroy, Emmanuel Macron également en 2014, Fleur Pellerin, Édouard Philippe, Christine Lagarde, Gabriel Attal, Bruno Le Maire et d'autres. Côté journaliste, Léa Salamé a pu y faire un tour, ainsi que François Langlais. Pour les journalistes qui sont invités, ils se taisent. Et si vous leur posez des questions sur le Bilderberg, ils n'y répondent pas ou préfèrent en rire, éviter d'un revers de la main d'avoir à mentionner ce qu'ils faisaient là-bas. Demandez à Édouard Philippe et Gabriel Attal ce qu'ils se sont dit au Bilderberg. Sans doute feront-ils une petite blague. Or, la réalité est là. Gabriel Attal y est allé l'an dernier et cette année. Édouard Philippe y est déjà allé 3 fois. Si vous regardez le fameux sondage des personnalités politiques préférées des Français, qu'on retrouve chaque semaine dans Paris Match, bizarrement, Édouard Philippe et Gabriel Attal sont en tête de liste des personnalités politiques préférées des Français. Étonnant, quand on sait que le bilan d'Édouard Philippe n'est pas fameux en tant que Premier ministre, et Gabriel Attal, ces quelques mois passés à Matignon, n'ont pas permis de faire de lui un grand chef d'État. Et voilà, merci Louis pour cette chronique. Je passe la parole à Gilles Brochard et merci Liselotte.